J'ai échangé avec Alexis pour la première fois sur WhatsApp, il y a plus d'un an. Depuis, on a eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises sur sa vision du freelancing, les freelances avec lesquels il travaille, mais aussi le futur du freelancing. Précurseur parmi les podcasteurs sur ce sujet, il a aujourd'hui créé un véritable écosystème de contenu qui accompagne les indépendants et les freelances au quotidien, avec le podcast, la newsletter, un livre, un bootcamp. On vous en dira plus pendant cet échange. Je l'ai sollicité à la fois pour parler bonnes pratiques, mais aussi pour avoir sa vision sur le passé et le futur du freelancing. J'espère que cet échange de 30 minutes vous plaira. Bonne écoute. Écoute, c'est parti. Moi, je m'appelle Alexis Minkela, j'ai 28 ans et j'ai une double casquette. 10% de mon temps est consacré à des prestations de services. Je suis freelance en copywriting pour des entreprises B2B. Concrètement, j'optimise leur site, leur page de vente, leur landing page, leur séquence email, etc. Et puis 90% de mon temps aujourd'hui, il est dédié à un projet qui s'appelle Tribu Indé, qui est aujourd'hui un écosystème de contenu pour les indépendants et les freelances, dans lequel j'ai commencé avec un podcast qui s'appelle Tribu Indé. J'ai ensuite rajouté une newsletter. Il y a eu un livre qui s'appelle Freelance l'aventure dont vous êtes le héros, qui est publié aux éditions Erol. Et puis, il y a eu un certain nombre de choses, des événements, un compte Instagram, des vidéos YouTube, tout un tas de choses qui font que aujourd'hui, c'est un vrai écosystème de contenu gratuit pour les indépendants, en plus d'un bootcamp qui est là payant. Ça marche. On reviendra sûrement sur des briques de ces différentes missions. J'avais une question déjà dans cette partie un peu présentation. Pour toi, c'était comment finalement tu es devenu freelance et un peu pour quelles raisons? Comment est-ce que je suis devenu freelance? Il faut savoir que du coup, moi, je me suis vraiment lancé à temps plein en freelance en décembre 2018, janvier 2019. Mais ma première facture, elle date de 2017. Donc, j'ai mon statut depuis un petit moment. Moi, j'ai commencé à être freelance quand j'étais étudiant, où à l'époque, il y avait notamment une plateforme de freelance qui était vraiment spécialisée sur les étudiants. Et l'idée, c'était, tu es un étudiant d'une top école de commerce ou d'ingénieur, viens travailler, viens te faire de l'argent de poche sur la plateforme en travaillant pour des petites structures. Et donc, c'est comme ça que moi, j'intègre un peu l'écosystème freelance par hasard, où je me dis, bah, tiens, ça peut faire quelques missions. Je commençais déjà à écrire des articles à titre personnel. Je me dis, bah, peut-être que des entreprises vont me payer pour le faire. Donc, voilà un peu comment je suis arrivé. J'ai mis un premier pied. Et ensuite, comment est-ce que vraiment je me suis dit: «OK, j'en fais ma source de revenus principale, en tout cas dans un premier temps, et je quitte le modèle, plus classique et conventionnel qui était le salariat, et mon premier CDI». Heu, il y a un enchaînement de choses qui font que je décide de sauter le pas. Le premier, c'était que je commençais à avoir de plus en plus d'idées, de projets que j'avais envie de lancer, notamment le podcast que je voulais lancer depuis déjà un moment. Il y avait plein d'idées que j'avais, de petits projets que je pouvais avoir sur le côté, et je manquais de temps en CDI. Puisque j'étais assez cadré et normé en termes d'horaire, je manquais de temps, j'avais du mal à vraiment bien m'organiser pour, travailler, le soir quand je rentrais et cetera. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que, l'environnement dans lequel j'étais en tant que salarié, était pas, à mon avis, l'environnement idéal pour moi. Ça s'est pas forcément super bien passé, que ce soit, en termes de gestion d'équipe, de management et cetera. Je me retrouvais un petit peu moins dans la vision et le management qu'il y avait dans cette entreprise-là. Et donc je me suis dit: «Bah, soit je retourne dans une autre startup, soit je me dis que c'est le moment aussi de tenter quelque chose par moi-même». Et donc voilà un peu comment est-ce que je suis, arrivé un petit peu, dans le vrai milieu du freelancing à temps plein en décembre 2018, janvier 2019. Ok. Et du coup, très rapidement, ton expérience à toi et tous les échanges que tu peux avoir avec des indépendants, ce serait quoi en résumant les avantages et les inconvénients d'être freelance indépendant aujourd'hui? L'avantage, c'est qu'il y a plein d'avantages, il y a quand même quelques inconvénients. Je te dirais que, en fait, ce qui est intéressant et ce qui est cool avec le freelancing, c'est que chacun se lance vraiment avec ses raisons personnelles. Bien sûr qu'il y a des raisons communes, mais tu vois, il y en a qui vont, par exemple, vouloir se lancer en freelance pour gagner assez rapidement, de l'argent et potentiellement beaucoup d'argent en un laps de temps très court parce que, derrière, ils ont un autre projet, ils veulent investir, ils ont un projet immobilier et cetera. Parce que c'est assez, si tu veux, dès la première semaine, en théorie, tu es rentable. Dès ta première facture, tu es rentable, et avec le temps, tu peux assez bien facturer et du coup gagner beaucoup plus et être moins plafonné que quand tu es salarié. Mais il y en a d'autres qui vont te dire: «Bah, en fait, moi, je cherche pas à maximiser les profits, mais je cherche plutôt la liberté», que ça soit la liberté géographique, de pouvoir travailler, d'où je veux, la liberté d'action, de pouvoir choisir mes clients, de choisir les projets sur lesquels,
j'ai envie de travailler avec des valeurs qui sont communes aux miennes, la liberté aussi de pouvoir prendre des vacances ou t'arrêter quand tu as envie. Donc ça, par exemple, tu vois, ça peut être un sujet. Moi, je te dirais que, par exemple, tu vois, un des avantages que je vois, c'est vraiment cette liberté géographique. C'est assez, c'est assez grisant, tu vois, parce que, par exemple, là, je reviens d'un mois où j'étais à Tenerife, aux Canaries. Je demande de compte à personne, c'est-à-dire, je ne suis pas en train d'essayer de valider avec mon manager si je peux vraiment partir, si un mois c'est OK, et cetera. Ça, c'est cool parce que mes clients sont, pour la plupart, partout en France. Et jamais, on m'a demandé, «OK, tu es pas dans la même ville que moi, ça va pas le faire». Donc ça, je pense que c'est un des gros avantages que moi je vois. Le deuxième, c'est que je peux organiser mon temps comme je veux, ce qui fait que, aujourd'hui, j'ai la possibilité de passer 90 de mon temps sur Tribu Indé, tout en gagnant ma vie aussi par ailleurs avec le freelancing, en ne travaillant finalement que 10 de mon temps, travaillé. Et ça, c'est quand même cool parce que, encore une fois, je rends des comptes à des clients, mais si tu veux, les clients, ce qui compte pour eux, c'est d'avoir un livrable à un instant T sur lequel on s'est mis d'accord. Comment est-ce que j'arrive à livrer et quand est-ce que je livre? Enfin, comment je le livre plutôt. Ça, si tu veux, tu vois, c'est un peu ma cuisine et ma popote à moi. Ce qui me permet en fait d'avoir une liberté d'action, de pouvoir, jamais j'aurais pu développer autant le projet Tribu Indé si je l'avais fait, tu vois, à côté du salariat. Donc ça, c'est pour moi les gros avantages. Après les inconvénients, ce qui ressort souvent et ce qui a été mon cas, en tout cas pendant une bonne partie du temps, c'était, tu as ce sujet de solitude quand même, mine de rien, et je me faisais la réflexion, c'est quand tu quittes le modèle du salariat que tu comprends en fait tous les avantages, que je pouvais avoir et qu'on peut avoir quand on est salarié, tu vois? Que ça peut être, tout ce qui est prévoyance, mutuelle, CE, même, tu vois, les team building, avoir des collègues à la machine enfin, avoir des collègues que tu vas au boulot, te prendre un café avec des collègues slash copains, ça tu le perds en fait par défaut quand tu te lances en freelance et donc l'enjeu, c'est de te recréer le plus vite possible ce petit écosystème de freelance qui sont avec toi. Donc parce que la solitude, elle pèse un peu et personne ne viendra vraiment te chercher, tu vois? Tu peux vraiment, si j'ai vraiment envie, je peux passer, 2 jours sans parler à personne et à bosser sur mes projets clients ou les projets de Tribu Indé, depuis mon bureau sans rencontrer personne. Ça, je pense que c'est le gros point. Le deuxième gros point, c'est aussi l'incertitude. À la fois l'incertitude en termes de développement, aussi en termes de salaire, de finances, de facturation. Par défaut, sauf si tu réussis à créer, de la récurrence, tout le temps avec tes clients, bah, parfois c'est compliqué de voir à 3, 4, 5 mois parce que tu es tout seul et que tu dois tout gérer et qu'il y a pas de prédictibilité vraiment à 100 sûre, en termes de revenus versus le salariat où globalement, si tout va bien, tu sais ce qui se passe dans 4 ans dans 4 mois ou 5 mois, tu sais que tu vas gagner plus ou moins la même somme d'argent, quoi. À un niveau un peu plus macro, on voit qu'il y a à la fois de plus en plus d'indépendants et en parallèle de plus en plus de collectifs, de communautés. Donc c'est assez intéressant, je trouve, cette envie de vouloir être indépendante, gérée par toi-même, mais d'avoir besoin de te regrouper. Toi, comment tu as, on va dire, remédié à ça sur la partie, par exemple, solitude? Est-ce que via Tribundé, ça t'a permis justement de recréer un peu ces échanges-là? Et via la partie un peu plus, on va dire, avantage, enfin, package social, quelles sont les choses, toi, du coup, est-ce que tu t'es dit, je verrai ça plus tard? Est-ce que c'est des choses que tu as fait directement et comment tu t'y es pris? Alors effectivement, sur la partie solitude et comment est-ce que tu réussis à te recréer un petit écosystème, c'est évident que moi, Tribu Indé a permis d'accélérer sur cette partie-là et c'est d'ailleurs, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons pour laquelle j'ai aussi lancé Tribu Indé parce que je voulais aller rencontrer d'autres freelances qui sont potentiellement plus avancés que moi aussi, qui ont plus d'expérience, qui peuvent m'apprendre des choses, mais aussi, mine de rien, peut-être, me faire des nouveaux copains et discuter avec des nouvelles personnes et avoir, aujourd'hui 60 nouveaux invités et donc nouvelles personnes qui sont dans mon réseau. Et donc ça me forçait, tu vois, toutes les semaines à au moins toutes les semaines, j'étais sûr de rencontrer une nouvelle personne. Donc ça, je pense que ça a accéléré beaucoup, et c'est évident que, heu, tu vois, tu parlais des collectifs, des communautés. Aujourd'hui, malgré la solitude qu'on peut avoir, j'ai jamais joué autant collectif que maintenant, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, tu as ce côté vraiment indépendant et en même temps, on se retrouve pour monter des projets communs, pour avancer sur des missions communes et cetera. Donc, oui, Tribu Indé a largement joué sur le fait de pouvoir rencontrer des gens, à la fois les invités, mais aussi du coup, de plus en plus, l'audience du podcast, la communauté et cetera, avec qui j'échange pour la plupart, en asynchrone ou en ligne. Mais, ça m'est arrivé d'en rencontrer, quelques-uns au détour d'un café, d'une session coworking ou autre. Et donc c'est toujours, des gens que tu rencontres, des nouvelles manières de voir les choses aussi en freelance.
Et ça, ça, je trouve ça vachement agréable parce que du coup, même ton développement personnel en tant qu'humain, de te dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment est-ce que j'ai envie de me développer? À quel rythme? De quelle manière? Euh, le fait de rencontrer plein de gens avec des métiers différents, des expériences différentes, des localisations différentes, ça te permet de faire aussi un petit patchwork, un pêle-mêle de tout ce qui peut exister. Et toi, d'aller piocher un peu là où est-ce que tu veux. Tu dis, tiens, ça c'est pas mal, j'ai envie de le garder en tête. Tiens, ça, potentiellement, warning, etc. Donc sur cette partie-là. Et ensuite, sur la partie, comment est-ce que je m'en suis occupé, sur la partie protection sociale, etc. Aujourd'hui, la réalité, c'est que je pense que c'est beaucoup plus facile de se lancer maintenant qu'il y a 10 ans. Mm. Aujourd'hui, tu vois, vous en êtes le parfait exemple, mais il y a énormément d'entreprises qui gravitent dans l'écosystème freelance, futur du travail, et des entreprises qui sont vraiment spécialisées et tournées pour les indépendants. Ce qui fait que ce sont des entreprises qui comprennent les problématiques, qui comprennent l'univers dans lequel on est, et donc qui ont des offres et des produits qui sont adaptés à la fois en termes de tarification, mais aussi en termes de services, de bénéfices qu'il peut y avoir derrière chaque produit. Donc aujourd'hui, je te dirais, tu vois, c'est quand même assez simple de travailler sur certains gros sujets évidents, prévoyance, mutuelle, responsabilité civile, etc. Tu vois, moi, j'ai pris dans les acteurs qu'il y avait au tout début et ça fonctionne bien parce qu'ils sont encore une fois focalisés là-dessus. Tu vois, même les acteurs bancaires, type Shine, c'est très très facile et ça change un petit peu des acteurs plus traditionnels qu'on pouvait avoir avant, à mon avis, que si on se lançait il y a 10 ou 15 ans, quoi. Ouais, parce que tes problématiques évoluent et pour le coup, tu vois, tu le citais, enfin, sur le fait de, voilà, tes revenus, c'est pas forcément les cadisserons. Enfin, en effet, en termes de modèle, je pense qu'il y a tout un écosystème qui se construit. Et là-dessus, il y a, enfin, voilà, plein de choses ouais, qui émergent. Et donc, je suis d'accord avec toi. J'imagine, sans savoir comment c'était, qu'il y a 10-15 ans, ça devait être moins évident. Donc ouais, c'est sûr, tu as des solutions. Ok, ben, merci beaucoup pour ça. Ça me fait penser aussi à un truc que j'ai lu, que tu as dit quelque part, sur le fait que le freelancing, Oula. c'était... non, ça va, c'est une petite phrase. Que le freelancing, c'était un peu la première étape de l'entrepreneuriat. Et du coup, ça m'intéressait d'en savoir un peu plus. Parce que cette phrase m'a interpellée dans la mesure où bah, moi, j'ai monté une boîte et j'ai jamais été freelance. Et en fait, j'ai jamais vu. Enfin, tu vois, pour moi, c'est plutôt deux choses en parallèle. Et du coup, voilà, ta phrase m'a un peu interpellée. Donc, est-ce que tu peux me dire un peu plus de comment tu vois les choses de ce point de vue-là? Je trouve que le freelancing est un peu sous-estimé pour des entrepreneurs, des personnes qui veulent monter des entreprises. Je m'explique. En gros, quand tu étais en 2010, 2011, 2012, ça commençait. Il y avait une grosse hype sur lancer des startups, lancer des grosses licornes, etc. Je pense qu'un un des points qui a joué, c'est que ça coïncide plus ou moins avec un des films de Social Network sur l'histoire de Facebook. Et donc, d'un coup, c'est devenu hyper cool de monter des startups. Et donc, tout le monde se dit, bah, tiens, je vais monter la prochaine startup, je vais monter le Netflix des chiens, je vais monter le Facebook des garagistes. Et donc, tout le monde s'y est mis. Bien évidemment, un faible pourcentage de gens réussissent vraiment à créer des vraies grosses startups rentables, etc., qui se développent. Et donc, en fait, on oublie quand même que peut-être qu'une manière aussi parfois de tester un service le plus vite possible, savoir s'il y a une demande, etc., le freelancing, ça peut être une bonne manière de faire. Typiquement, c'est une bonne manière sur deux points. Le premier, c'est que si demain, tu as envie de tester par exemple un service ou autre, qu'est-ce qui t'empêche pendant 6 mois d'aller tester ta cible en vendant de la prestation? Premier point. Deuxième point, par essence, l'entrepreneuriat au sens startup, monter une entreprise avec des salariés, etc., ça a un coût. C'est compliqué, c'est souvent très innovant, c'est très risqué. Et donc, en fait, quand je dis que ça peut être le freelancing peut être un premier SaaS, ça peut être un premier SaaS pour déjà comprendre comment fonctionne un business, même si le freelancing, c'est un plus petit business. En fait, tu comprends quand même une compta, comment ça fonctionne, comment tu vas trouver des clients, comment tu négocies, comment tu fais des factures, comment tu gères ta relation client. Même si on le fait avec quelques clients, tu peux facilement le dupliquer à l'échelle de 10, 15, 100, 3000 clients. Donc, en fait, ça te permet déjà de comprendre un peu l'écosystème, comment fonctionne un business. Et surtout, ça te permet assez rapidement, si tu t'en sors bien et que tu mets en place les bonnes actions, de générer du cash
pour potentiellement le réinvestir dans une autre entreprise demain. Et donc de ne pas être, tu vois, en mode il faut absolument que je lève super vite, etc. Parce que ça te permet déjà de générer de l'argent que tu peux réinvestir potentiellement en parallèle. Tu vois, commencer le freelance, un peu comme ce que moi j'ai fait, tu vois, de me mettre à temps plein freelance, de commencer 10%, 10-15% de mon temps à bosser sur un projet, dans mon cas tribu indé, et d'un coup, tu vois, de rebasculer et de faire la transition la plus douce possible pour prendre le moins de risques possible, tu vois. Jusqu'à te dire à un moment, OK, je fais all-in et je me mets full-time sur mon projet entrepreneurial et tu n'auras pas pris de risque parce que tu auras pris le temps de le développer. C'est contre-intuitif, ça va à l'inverse de tout ce que les gens te disent où en fait, il faut aller le plus vite possible, tester le plus vite possible, aller lever des fonds le plus vite possible. Mais je trouve que c'est un modèle qui est peut-être presque plus simple parce que tu te développes un peu seul, tu potentiellement bootstrap ta boîte et finalement, ça te donne un modèle ouais, qui te correspond peut-être un peu, en tout cas moi, qui me correspond un peu plus. Ah ouais, non, mais super intéressant. Et moi, je le voyais plus comme, on va dire, entre guillemets, deux choses en parallèle, mais pas forcément sur ce côté étape. Mais enfin, je partage tout à fait ton constat. Et il y a un truc, par contre, dans ce que tu dis, un nouveau truc qui m'interpelle. Quand tu parles, finalement, tu parles du freelancing comme si c'était pas risqué. Tu dis par rapport à une boîte où tu as du risque. En fait, le freelancing, c'est pas risqué. Et pourtant, de l'extérieur, tu as vachement ce côté aussi. Tu te mets à ton compte, même si c'est toi tout seul, même si c'est sans lever des fonds, etc. Cette notion de risque, elle est quand même hyper importante. Tout dépend de la perspective dans laquelle tu te mets. Alors déjà, à mon avis, c'est effectivement plus risqué que de rester dans une entreprise et d'être salarié et globalement, que tu bosses bien ou pas, tu seras payé à la fin du mois. C'est évident que c'est forcément plus risqué. En même temps, et à l'inverse, c'est beaucoup moins risqué pour moi de monter une boîte pour une seule et bonne raison, c'est que un, tu es tout seul. Deux, la mise en place, c'est-à-dire te lancer, elle est extrêmement rapide. Tu n'as pas besoin d'un produit, tu n'as pas besoin de faire du développement, tu n'as pas besoin des techniques potentiellement si tu n'es pas technique. C'est assez vite, c'est assez rapide. Dès la première semaine, tu peux trouver un client et normalement, si tout se passe bien, en fait, tu es rentable dès ton premier client. Donc en fait, d'un point de vue financier, c'est pas forcément risqué parce que tu peux assez vite dégager un salaire. Encore une fois, si tu mets en place les bonnes actions, si tu vas étape par étape, si tu prépares ton lancement, etc., c'est comme tout, évidemment, tu ne peux pas te lancer fleur au fusil en disant allez, je quitte ma boîte, ciao patron, et puis je vais me lancer en freelance. Et à ce moment-là, tu te dis bon, OK, qu'est-ce que je dois faire, à qui je vends, quelles sont les compétences que je dois développer, etc. Mais à partir du moment où tu vois, tu as un socle de compétences que moi j'appelle rares et utiles, qui sont rares, c'est-à-dire que peu de personnes ont ou que peu de personnes ont monté jusqu'à un niveau d'excellence, et utiles qui servent à une boîte, globalement, sur des compétences pour lesquelles tu vas pouvoir répondre à des problématiques dans une entreprise. Qu'ensuite, tu mets tous les jalons et les piliers business, j'en parle longuement dans tous les contenus très bien il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Parfois, ça prend un peu plus de temps, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et tu peux au moins facilement te dégager, en vrai, tes 2000 euros que tu touchais potentiellement en tant que salarié. Ça peut aller assez vite finalement. Et beaucoup plus vite que si tu montais une entreprise dans laquelle, en fait, la logique, c'est une logique de volume. Tu dois multiplier le plus possible tes clients. Là où en freelance, en fait, tu vois, si moi je regarde mes années, j'ai rarement plus de 10-15 clients par an, tu vois. Et 10-15 clients par an, à l'échelle d'un territoire comme la France, sur une cible startup B2B, bon, bah, ça paraît déjà beaucoup plus atteignable que de me dire il faut que j'aille signer 1500 clients en un an sur mon produit SaaS, quoi. Ouais, ouais, non, non, c'est très bien. Merci pour ce complément d'information. J'ai un autre sujet sur lequel j'aimerais bien avoir son retour. Quand j'ai interviewé du coup Samuel Durand, que tu connais bien, il m'a dit, moi j'ai l'impression, donc en parlant ces sujets future of work, freelancing, etc., de pas être, d'être une exception dans ma génération. Alors que moi, j'ai l'impression, de mon point de vue, qui suis beaucoup moins dans le milieu que vous, que justement, c'est un peu un phénomène de société, une tendance de fond. Alors, quand il me disait ça, c'était notamment dans cette perspective de temps de travail, de retraite sur le côté je vais travailler voilà, je vais faire ma carrière dans une ou plusieurs boîtes, je vais être salarié, puis j'aurai voilà, ce temps un peu qui reste assez conventionnel, on va dire. Et donc, lui avait l'impression de voir les choses plutôt de manière différente que beaucoup de personnes de son entourage et de son âge. Et du coup, je me demandais, toi, qu'est-ce que tu penses de ça?
Écoute, je trouve que c'est un peu la même réflexion que tu peux avoir sur plein de domaines, par exemple le podcasting. C'est-à-dire que dans notre écosystème à nous, et t'en fais partie aussi, effectivement, tu as l'impression que ça fait partie du paysage de l'emploi, que c'est devenu presque normal aussi de se lancer et il y a pas vraiment de sujet. En revanche, je rejoins Sam sur le fait que quand tu sors de notre microcosme et de notre écosystème, bah, le freelancing, c'est pas un truc automatique et c'est pas forcément quelque chose sur lequel les gens se posent des questions. Typiquement, dans mon entourage proche, c'est-à-dire mes amis, je ne parle pas de freelance qui sont devenus amis, vraiment des amis, je suis le seul à m'être lancé en freelance. Dans notre promotion, donc en école de commerce, je crois qu'on est peut-être 3 ou 4 à être freelance aujourd'hui sur une promotion de 450 personnes. À l'échelle du gouvernement, le Covid arrive, les plans de relance, les indépendants ne sont même pas cités au démarrage. Tu vois. On n'est même pas, on n'est même pas une catégorie à part entière, si tu veux. On est vraiment, OK, d'abord, on va s'occuper des salariés, on va s'occuper des chefs d'entreprise, des patrons. Les indépendants, on verra après. Donc en fait, dans notre microcosme, ça paraît une évidence aujourd'hui, et moi le premier, tu vois, je parle freelancing, je mange freelancing avec Tribu 1D et je vois de plus en plus de gens se lancer. Mais on voit de plus en plus de gens, mine de rien, il y a que 3 millions de personnes aujourd'hui sur, par exemple, je sais pas, on doit être quoi, 20 ou 30 millions de jeunes aujourd'hui. Donc c'est un phénomène qui va s'amplifier à mon avis et qui ne va être qu'exponentiel, arrivé à un certain moment en tout cas. Mais tu vois, on ne représente même pas 5% des emplois aujourd'hui en France. Donc oui, c'est un phénomène, mais ça reste encore quelque chose qui est assez marginalisé, en tout cas en France. C'est par exemple moins le cas, tu vois, aux États-Unis où le statut est beaucoup plus accepté, il y a beaucoup plus de transactions avec les entreprises. Les entreprises ont l'habitude largement de travailler avec des freelances. C'est le cas aussi en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. En France, on a toujours, bah, comme d'habitude, on a toujours un petit train de retard sur plein de choses et notamment aussi sur le freelancing. Ouais, non, je partage complètement. Et pour le coup, en fait, il y a deux choses qui me viennent en tête. Ce que tu dis, c'est le premier, je suis complètement d'accord. Et moi, je vois dans mon entourage, c'est la même chose sur les chiffres. Pareil. Par contre, il y en a un certain nombre aussi. La raison, ça va être plus le côté un peu peur, plus que l'envie, par exemple. Donc ça, c'est un premier point sur lequel moi, je me dis, bah, si justement, il y a de plus en plus aussi de solutions, tout un écosystème qui change, bah, ça va participer aussi au fait qu'il y ait des gens qui se disent, ah bah oui, en fait, je vois autour de moi des gens qui l'ont Hmm. fait et en fait, bah, ça va, je risque pas de tout perdre parce que je quitte mon CDI. Et ce qui est encore quelque chose d'hyper ancré. Donc, il y a cette distinction, je trouve, entre ceux qui le font, parce qu'en vrai, il y en a plein, et heureusement, et moi j'étais salariée aussi, et je le serai peut-être un moment, et enfin, je trouve que c'est pas du tout, tu vois, opposer les deux mondes, et moi j'ai beaucoup plus l'impression que c'est ce côté où peut-être décloisonné, où en fait, tu seras indépendant un moment, puis salarié, puis indépendant, et que ce sera moins ce côté, en fait, tu es soit indépendant, entrepreneur ou freelance, soit salarié, et en fait, il y a pas de lien entre les deux. Et moi, vraiment, je supporte pas les gens qui, si tu veux, opposent salariat, freelance, entrepreneuriat. En mode, ça, c'est les gentils, c'est les nouveaux, c'est ceux qui ont compris le truc. Et puis, il y a les salariés qui sont là dans leur coin. Mm. Je trouve que la vie, heureusement, est pas noir ou blanc. Et si tu veux, il faut des deux, en fait. Et on oublie une chose, c'est que en tant que freelance, indépendant, entrepreneur, heureusement qu'il y a des salariés et donc heureusement qu'il y a des entreprises parce que sinon, on n'aurait pas de clients. Et donc, en fait, c'est juste un monde dans lequel tout le monde cohabite et il y a pas un modèle qui est mieux qu'un autre, tu vois. Enfin, moi, je connais des salariés qui s'épanouissent, qui s'éclatent, qui ont des super avantages, qui gagnent très bien leur vie et qui sont OK avec ça, en fait. Tout le monde, moi, je pense que tout le monde pourrait devenir freelance, mais le freelancing n'est pas fait pour tout le monde. Et c'est très bien comme ça, en fait. C'est une manière, un mode de travail qui est bien particulier, qui effectivement comporte des risques, même s'ils sont de plus en plus modérés. Mais effectivement, c'est une autre forme de travail, c'est une autre approche du travail. Et moi, vraiment, demain, alors que tu vois, j'ai créé une entreprise liée au freelancing, moi, je suis convaincu que demain, tout le monde ne sera pas freelance. Et heureusement, tu vois, ça restera toujours une partie un peu en marge de la société, malgré les chiffres, etc. Je ne pense pas qu'un jour, 50% de la population devienne freelance. Je pense que, en tout cas, moi je ne suis pas de cette école-là. Si on fait un peu de prévision sur les 5-10 prochaines années, quoi. Mais c'est parfait parce que du coup, bah, ça me fait la transition. Il nous reste quelques minutes. J'ai deux dernières questions à te poser. La première qui va être vraiment sur, bah, du coup, comment tu vois le futur du travail. Donc, tu as commencé à y répondre un petit peu. Je veux bien que
le formalise un peu plus? Comment je vois le futur du travail? C'est toujours une question difficile parce que moi, j'ai l'impression d'être un peu, tu sais, dans l'opérationnel, dans le quotidien, et j'ai toujours du mal à me projeter. Euh, Comme ce que je te disais, tu vois, moi, je le vois vraiment euh, comme une synergie entre des salariés, des personnes qui montent des boîtes, des personnes qui sont freelance, qui sont seules, d'autres freelance qui fonctionnent en collectif, un peu comme des équipes, des squads, des agences. Euh, En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que, et en tout cas, c'est aussi un vœu, un souhait que j'ai, c'est que la part et la voix des indépendants comptent de plus en plus, même si on n'est pas nombreux, et on ne sera jamais aussi nombreux que des salariés qui ont des CDI ou des CDD, que la voix compte d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire en termes de gouvernement, de loi, de mesures, etc., mais aussi d'un point de vue entreprise, parce que parfois, tu le vois, c'est que bah, tu as certaines équipes, notamment le cas dans des grands comptes, qui sont extrêmement réticentes à travailler avec des freelances parce que c'est des gens qui viennent de l'extérieur, c'est des gens qui gagnent potentiellement 3, 4, 5 fois plus que ces personnes-là pour potentiellement le même job. Euh, et donc, moi, j'ai envie que vraiment ça soit accepté, qu'on parle de plus en plus de statut, qu'on parle de plus en plus de ce mode de travail, qu'on éduque aussi les gens, pas forcément pour devenir freelance, mais pour qu'ils comprennent ce que ça veut dire d'être freelance. Comme on a éduqué les gens à bah, voilà ce que c'est le job d'un commercial, voilà ce que c'est le job d'un patron et voilà ce que fait un entrepreneur aujourd'hui, bah, ce qu'on puisse se dire, voilà à quoi ressemble en fait le quotidien d'un indépendant, voilà toutes les tâches que gère un indépendant, et c'est OK de travailler avec eux, tu vois. C'est pas des gens qui sont à part, qui sont en marge, avec qui il faut surtout pas travailler. Donc j'espère qu'il y aura de plus en plus de collaboration avec tout type d'entreprise et surtout que ça soit de plus en plus simple. Mine de rien, il y a encore beaucoup de freins, que ce soit des freins administratifs, des freins de collaboration entre freelance, entre entreprises. J'aimerais bien que ça soit beaucoup plus fluide demain. Et puis oui, d'un point de vue gouvernemental et puis sociétal, qu'on soit un peu plus reconnu et qu'on compte un peu dans les certaines décisions politiques qui peuvent être prises et qui seront prises dans les prochaines années. Très bien, c'est pas mal hein, pour quelqu'un qui est à la tête dans l'opérationnel, ça va, c'est une bonne prise de recul. Et du coup, ma dernière question, qui est, alors pareil, hein, ça va être sur le même registre, donc sens-toi libre d'aller aussi loin que tu veux, sur la retraite de demain, puisque c'est notre sujet avec Caramel, que nous, l'idée, voilà, c'est qu'on est convaincus, comme je disais, que l'on n'aura pas des parcours linéaires et donc la retraite comme on la voit aujourd'hui, on va être amené à évoluer. Alors toi, comment tu vois la retraite de demain? Tu sais, j'ai 28 ans, du coup, je pense que, pour être honnête, et je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais je pense que je fais un peu l'autruche avec le sujet, parce que je me dis que c'est tellement loin que j'aurai largement le temps d'y penser. Et je pense que ce n'est pas forcément une bonne manière de faire. Parce que, comme tu le dis, les carrières ne sont pas linéaires. Demain, moi, j'exclus pas un jour de retourner salarié, j'exclus pas demain de remonter un autre projet, un projet collectif, puis ensuite bah, de retourner dans une entreprise, puis de revenir freelance, etc. Et donc, en fait, effectivement, comme tu dis, étant donné qu'on n'a pas de carrière linéaire, bah, le système de cotisation tel qu'il est aujourd'hui, pour moi, il est moins adapté, il est moins actuel par rapport au changement qu'on peut avoir dans notre carrière professionnelle. Euh, Moi, pour être honnête, c'est un sujet sur, le- sur lequel je ne sais pas comment l'aborder. Ce que je fais aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne pratique ou pas? Je ne sais pas, mais bah, moi, je mets un maximum d'argent de côté tous les mois. Alors, j'ai de la chance ou pas, mais en tout cas, je suis quelqu'un qui ne dépense pas beaucoup. Je ne suis pas très, très dépensier. Donc, bah, tu vois, argent, assurance vie, sur des placements plus ou moins risqués, etc., pour me dire, en fait, euh, potentiellement, il y a une partie de ma retraite sur lesquelles je ne peux pas forcément compter. Et donc, je me crée un peu ce fonds de trésorerie. Si demain, j'en ai besoin, je sais que j'ai toujours ce fonds-là sur lequel je vais pouvoir compter. Mais je pense qu'il y a euh, ouais, voilà ce que je peux te dire sur le sujet de la retraite. Mais je pense qu'effectivement, c'est complexe et heureusement que vous prenez le sujet et que vous commencez à prendre le sujet de votre côté parce qu'il faudrait avoir un système qui s'adapte un peu plus, qui peuvent s'adapter aussi à nos revenus, à nos fluctuations de revenus chaque mois, tu vois, parce que tout le monde ne peut pas mettre de côté X centaines ou voire X milliers d'euros par mois. Et donc avoir quelque chose de fluctuant pour qu'in fine, tu vois, à la fin, la retraite et ce que tu vas pouvoir toucher en fin de carrière puisse refléter le plus juste possible l'effort que tu as mis sur toute ta carrière, l'impact que tu as pu avoir aussi sur la société.
Et ça ne se reflète pas forcément toujours, tu vois, sur combien est-ce que tu t'es versé en salaire tous les mois, que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance ou en tant que salarié. Non, non, complètement. Mais écoute, c'est intéressant. Et surtout, moi là-dessus, mais du coup, voilà, dans ta réponse, ça reste quand même sur ce côté carrière puis retraite, euh, qui est un truc, tu vois, où nous, on se dit aussi que l'idée, ça pourrait être que potentiellement, bah, tu aies des moments où, en fait, dans ta vie pro, tu prends 1 an au milieu, 2 ans un moment, et puis, enfin, tu vois que de ce côté-là, il y aura peut-être moins ce temps, après, qui est aujourd'hui, de toute façon, complètement ancré, et j'ai pas la réponse non plus sur ce que ça va devenir. Est-ce que tu Mais en appelles ça une fait, retraite du coup? Parce qu'effectivement, moi, je te rejoins complètement sur le fait que je pense que c'est important tout au long de ta vie que tu aies des moments où tu peux te permettre de te dire, OK, bah, en fait, pendant 6 mois, je vais aller explorer quelque chose qui va pas forcément me rapporter de l'argent maintenant, mais je me permets d'explorer parce que j'ai les capacités de le faire. Mais du coup, est-ce que du coup, dans le vocabulaire aujourd'hui, moi, du coup, je considère ça plus comme un peu ouais, une sorte de coupure, de pause pro plutôt que vraiment retraite. Tu vois, pour moi, retraite, c'est vraiment en mode je me retire du monde professionnel ouais, définitivement. pour me consacrer à autre chose, quoi. Ouais. Ouais, ouais, mais après, je te rejoins sur le fait d'aujourd'hui, c'est totalement ça enfin, qu'on identifie à ça. Mais c'est pour ça que moi, dans ce côté de retraite de demain, alors du coup, ce sera plutôt peut-être tes temps de pause de demain. Et puis plein de bonnes ondes pour toi et Caravelle sur les prochaines semaines, voire les prochains mois.